Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle séance du séminaire de l'ISPMBFE. Alors, on reçoit aujourd'hui Marion Brachet et Manuel Nessensas. C'est bon, je l'ai, merci. Alors là, ce sera des questions plutôt tournées autour du genre musical, essentiellement rock et metal. Donc, Marion Brachet va nous présenter politique narrative des genres rock et folk, et Emmanuel, le métal industriel comme genre musical hybride. Alors, je fais rapidement la présentation de Marion. Vous la connaissez un petit peu tous dans l'association. Donc, Marion est docteur en musicologie de l'EHESS et de l'Université de Laval, donc au Québec. Après un mémoire de recherche sur les récits dans le rock progressif, elle a mené un doctorat en co-tutelle sous la direction d'Esteban Bourg et de Serge Lacasse. Sa thèse donc portait sur la narrativité des musiques rock et folk anglo-saxonnes dans les années 60, des années 60 aux années 80, avec un intérêt particulier pour ses enjeux génériques et politiques. Elle a été donc doctorante contractuelle chargée d'enseignement à l'EHESS, où elle animait des séminaires sur les fondamentaux théoriques et méthodologiques de la recherche en sciences sociales. Elle est désormais chercheuse postdoctorale au sein du projet ANR Musique Covid via l'Université de Tours. Elle est par ailleurs secrétaire de notre association et ses recherches ont jusqu'ici porté sur la narrativité des musiques populaires enregistrées, ce qui l'a conduit à réfléchir à la fois aux formes musicales, au rapport entre texte, musique et ensemble transmédia, aux questions de mise en scène sonore, mais aussi à l'angle de la réception et au rapport expérientiel qu'entretiennent les auditeurs avec les chansons. Elle poursuit désormais des axes de recherche portant plus largement sur les imaginaires développés dans les musiques populaires sous des angles esthétiques, poétiques et politiques. Donc aujourd'hui, elle va nous présenter un extrait, une recherche extraite de sa recherche doctorale et qui va notamment s'intéresser à la réception des musiques rock et folk à travers des récits. Voilà. Je la laisse présenter. Merci beaucoup, Baptiste. On est bon, vous voyez bien? Super. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'être venu pour cette séance. Merci à Manuel et Baptiste pour l'organisation de la séance. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de l'exposé d'aujourd'hui, quelques éléments de contexte. Donc, comme le disait Baptiste, ce que je vous présente aujourd'hui, ça va être extrait de ma recherche doctorale, donc, sur lequel je vous donne quelques éléments. Donc, c'était une thèse qui est intitulée La narrativisation des musiques populaires enregistrées, enjeux génériques et politiques des musiques rock et folk de 1962 à 1989. Donc, c'est une thèse qui s'inscrivait dans le cadre de la narratologie, l'étude des récits, appliquée au domaine des musiques populaires, avec deux partis pris principaux par rapport à la littérature existante dans ce domaine. Le premier, celui de resserrer l'étude de cette narrativité à quelques genres musicaux bien spécifiques, afin d'examiner ses déclinaisons et son rôle dans la définition de ces genres. Et le second était celui d'une approche cognitive de la narrativité, donc qui vient de mettre l'accent sur l'activité interprétative de l'auditeur, d'où ce terme de narrativisation, qui désigne un mode de réception s'appuyant sur des schémas narratifs. À cette fin, ma méthode reposait notamment sur un questionnaire en ligne qui a rassemblé donc des auditeurs investis dans la musique d'artistes rock et folk de renommée. Et leurs témoignages m'ont permis de comprendre quelle narrativité était perçue par le public privilégié des musiques rock et folk, tant dans leurs paroles que dans l'ensemble phonographique qu'elles constituent. Donc, à travers les résultats de cette enquête, j'ai aussi souhaité étudier les implications politiques des musiques rock et folk. Ce sont deux genres qui ont souvent été associés avec des prises de parti pour les opprimer ou plus généralement avec un esprit de rébellion. Donc, l'étude des histoires qu'elles mettent en scène ainsi que de leur réception pouvait apporter un éclairage nouveau sur cette image qu'ont pu revêtir ces deux genres musicaux. En somme, il s'agissait pour moi de déterminer quel lien existe entre les identités génériques et les stratégies narratives des musiques rock et folk, et quels contrastes et échanges peuvent être signalés entre les narrativités de ces deux genres musicaux, le tout à travers le prisme autant que possible de ce que les auditeurs retiennent de ces récits. Donc pour la présentation d'aujourd'hui, je vais me concentrer plus spécifiquement sur l'héritage narratif et politique des musiques rock et folk.
qu'on peut distinguer, mais qui partagent aussi, comme je le disais, ce socle commun de musique qui se pense comme ayant un rôle politique et social, allant contre l'autorité. D'autres auteurs ont bien sûr déjà interrogé le contraste entre la manière dont les musiques rock et folk se saisissent de cette fonction sociale, les grandes lignes de leurs analyses étant que là où les musiques folk fonctionnent davantage comme des tribunes s'attaquant frontalement à des questions politiques pensées de manière collective, les musiques rock seraient plutôt caractérisées par le prisme de l'individu et des effets de la société sur des personnages plus isolés, qui permettent donc de parler très indirectement de problématiques politiques. Donc sans nier cette première base qui conserve souvent sa pertinence, je voudrais ici aller un peu plus loin et interroger le lien de ces genres avec des modèles de récit, des archétypes narratifs, dont le développement leur a été spécifique. L'intérêt étant de voir comment ces archétypes peuvent être repris, reconfigurés, pour mobiliser et moduler aussi les identités narratives et politiques de ces genres. Donc je précise d'ores et déjà que mon utilisation du concept de politique est très large. Ça va englober tout ce qui a trait à la chose commune, au vivre ensemble, quelle que soit la strate d'organisation concernée, publique ou privée. Et pour l'exposé d'aujourd'hui, je me concentrerai sur la manière dont les données sonores et verbales participent de l'agencement d'une intrigue qui peut sous-tendre des références culturelles, des récits fondateurs, mais aussi des valeurs avec des implications politiques. Alors par récit fondateur, j'entends des récits qui participent de l'identité d'un genre, en lui donnant une origine, presque comme un mythe. Donc ce sont des récits qui engagent divers types d'intertextualité ou d'architextualité. Donc l'architextualité étant un concept de Gérard Genette, qui est une intertextualité ne faisant pas référence à un seul texte ou objet en particulier, mais plutôt à un ensemble de régularités et de normes qui existent dans l'interdiscours et qui vont orienter la production et l'interprétation des textes. Ce que je veux dire en introduisant ici cette notion d'architextualité, c'est que les récits fondateurs peuvent avoir des origines diversifiées, internes ou externes aux musiques rock et folk, et peuvent venir de récits fondateurs propres à tout un pan culturel, pas seulement à un genre musical. Donc, en d'autres termes, les musiques rock et folk, comme bien d'autres produits culturels, se sont construites narrativement à la fois par les récits historiques, historiographiques, mythologiques, qui ont entouré leur apparition d'une manière ou d'une autre, et par les récits qui ont été popularisés par le développement de ces musiques, dans les paroles. Donc ces seconds récits, associés à ces productions culturelles spécifiques, naissent en partie de récits préexistants, mais sont bien sûr susceptibles d'évoluer et de se présenter sous de nouvelles formes au fil de l'histoire de ces genres musicaux. Donc ce sont ces récits fondateurs-là, internes au genre, que je voudrais aborder spécifiquement aujourd'hui. Donc ces récits fondateurs propres au genre rock et folk n'ont bien sûr pas à eux seuls fondé ces genres ou sous-genres et leurs identités, mais sont bel et bien associés malgré tout à ces identités. Alors pour expliciter un petit peu toute cette approche, je vais commencer par parler d'une pratique narrative assez lisible, voire intuitive, qui m'intéresse beaucoup en ce qu'elle tisse très tôt un lien entre récit fondateur d'un genre et historiographie. Donc ça va se passer du côté du rock, qui reste en fait toujours très attaché à sa propre histoire. On va commencer tout de suite avec un exemple, qui est un premier cas un peu paradoxal de cette tendance, qui d'ailleurs a été à plusieurs reprises mentionné par les enquêtés de mon questionnaire en ligne. Il s'agit de la chanson American Pie de Don McLean, qui est une chanson empruntant au moins autant aux musiques folk qu'aux musiques rock. Donc elle est sortie en 71 et parle de l'accident d'avion qui a causé la mort de Buddy Holly, Ritchie Valens et The Big Bopper en 59, donc des figures incontournables du rock'n'roll. Et le narrateur, il raconte la manière dont il se souvient de cet événement à la lumière de nombreux grands autres événements qui ont marqué les États-Unis au fil des années 60. Donc l'histoire de la chanson est celle du rock'n'roll et de ses liens avec la société américaine, davantage que celle de l'événement évoqué dans la chanson en tant que The Day the Music Died, qui est le nom d'ailleurs qui est resté dans la culture populaire pour parler du jour de la mort de Buddy Holly. Alors on va se passer un petit extrait qui est donc une fin de couplet et le refrain de la chanson.
this'll be the day that I die. Donc, American Pie m'intéresse parce qu'elle est représentative d'une des tendances narratives des années 70 et 80, celle qui consiste à raconter l'histoire du rock, dont l'histoire est encore jeune, et que les artistes de sa deuxième ou troisième génération cherchent à écrire et à fixer. American Pie fonctionne surtout comme un hommage à Buddy Holly et à sa génération, puis aux musiciens qui sont devenus des icônes dans les années 60, avec des mentions des Beatles, de Janis Joplin, etc. Donc, comme je le disais, la chanson date de 71 et ouvre déjà cette pratique de raconter l'histoire de ceux qui ont précédé dans l'histoire du rock. Je ne dis pas qu'American Pie soit forcément la première à avoir fait ça, mais elle est importante par son immense impact culturel et parce qu'elle mobilise des références assez précises et reconnaissables qui permettent vraiment de suivre une trame historique portée par des figures iconiques. Donc c'est une pratique narrative qui va s'installer. De nombreux artistes souhaitent revendiquer une filiation avec le rock'n'roll et prennent alors soin d'en tracer des contours unifiés, identifiables. Alors c'est une filiation qui peut passer ou non par une filiation historique, comme le fait Don McLean, mais Patti Smith nous donne un exemple de filiation plus symbolique. Alors, les références mobilisées par Patti Smith, poétiques, dans une certaine mesure aussi un peu cryptiques parfois, rendent hommage aux figures planant au-dessus de son propre parcours artistique. Sur la face B de Horses, sortie en 1975, Break It Up propose par exemple un discret clin d'œil aux enregistrements parlés de Jim Morrison, alors sur lesquels je n'ai pas le temps de revenir en détail. L'intertextualité est bien plus directe dans Elegy, la dernière piste de l'album, où apparaissent des citations exactes, empruntées entre autres à Are You Experienced? Donc la chanson est celle d'une compréhension progressive d'un deuil qui renvoie à la mort prématurée de Jimi Hendrix. Donc Elegy clôt le premier album de Patti Smith et met donc en avant le dernier portrait tutélaire qui veille en fait sur ce disque. Donc dans ce cas, on n'est pas vraiment sur la construction d'une intrigue à proprement parler, qu'elle soit historique ou non, qui porterait sur l'évolution du rock, mais sur une mise en valeur des liens et des influences qui existent entre les artistes rock, qui permettent surtout à Patti Smith d'insister sur sa propre place dans cette tradition, ce qui revient en quelque sorte à donner un coup de pouce aux historiens du rock en suggérant que le récit du rock va dans cette direction et que ces personnages-là sont liés entre eux. Quelques années plus tard, AC/DC va même un peu plus loin et dresse un récit de la naissance du rock avec un certain ancrage historique assumé. Donc je pense bien sûr à Let There Be Rock, sorti en 1977, qui raconte une histoire qui commence en 1955, qui est effectivement l'année sur laquelle s'accordent généralement les musicologues pour dater la naissance du rock. Je renvoie notamment à l'article de Peterson. Après une allusion au Roll Over Beethoven de Chuck Berry, le narrateur retrace la formation idéalisée, mythifiée d'un groupe de rock par une main divine. He said, let there be sound, there was sound, let there be drums, there was drums, etc. Et le narrateur se tourne enfin vers la finalité du rock, rarement perdu de vue chez AC/DC. And the guitar man got famous, the businessman got rich. Je passe un petit extrait. Alors, bien que le ton ne soit pas le même que chez Patti Smith, l'objectif du récit est là encore de tracer une filiation entre premiers acteurs du rock et auteurs de la chanson. Donc l'insistance sur ces premiers personnages personnages historiques, que sont Buddy Holly, Chuck Berry, Jimi Hendrix ou Jim Morrison, vient cadrer l'histoire dans laquelle les acteurs et les artistes cherchent à s'inscrire, selon un phénomène que l'on peut d'ailleurs retrouver dans de nombreux mouvements culturels. Je m'autorise un petit pas de côté là-dessus pour appuyer mon argument. C'est par exemple quelque chose qui a pu s'observer dans le cadre de la formation de la religion chrétienne. Autour des années 150-160, François Bovon, spécialiste de la première chrétienté, écrit à propos de cette période que c'est quand le christianisme s'invente qu'on lui cherche un inventeur. Justement, le rock, lui aussi, veut continuer de s'inventer en tant qu'objet unifié et de se présenter en tant que tel dans les années 70. Et donc, dans un esprit que je trouve assez comparable de canonisation, raconter sa naissance ou jouer de récits dans lesquels figurent les grands acteurs de sa fondation permet au rock de s'affirmer et d'ancrer un critère déterminant dans sa propre définition. Être un musicien rock signifie appartenir à une lignée. Donc ce récit fondamentalement autoréférentiel
et à mettre en relation avec l'un des discours historiographiques et surtout critiques qui comptent aujourd'hui parmi les plus récurrents dans le rock, c'est le cas depuis longtemps, à savoir que les critiques et les amateurs de rock s'affolent en permanence de la possible mort du rock, déjà actée ou pensée comme un horizon menaçant. Pour contrer ces inquiétudes, qui ne sont qu'une réaction à la fatale évolution du rock, bien sûr, le rock bâtit dès sa deuxième ou troisième génération des récits fondateurs garantissant son existence en tant qu'objet historique, dont on doit pouvoir suivre l'évolution grâce à des liens de filiation explicites entre les artistes. Alors cette stratégie a forcément quelques conséquences sur les récits historiques, justement. Alors il faut garder en tête déjà le rôle que peut avoir justement l'histoire dans la vision qu'on a d'un genre. C'est quelque chose que Scott DeVoe montre très bien dans le contexte spécifique de l'historiographie du jazz, sur lequel je me permets de faire un détour pour mieux saisir la comparaison. Donc, le constat de base de DeVoe est que malgré l'appellation unifiée de jazz, l'existence d'un ensemble musical qui aurait véritablement une essence commune peut légitimement être mise en doute au regard de toutes les évolutions drastiques qu'a connues le genre. Pour DeVoe, le lien qui unifie le jazz est donc d'ordre narratif, qui dépend de discours et de filiations revendiqués ou identifiés par la critique, les historiens, etc. Donc le fait qu'il existe aujourd'hui un récit historique plus ou moins consensuel sur la succession cohérente de ces différentes étapes de l'histoire du jazz ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu débat au fil de la construction de ce récit. DeVoe rappelle par exemple qu'aujourd'hui, le jazz va être facilement associé au style du bebop plutôt qu'à celui du swing, alors qu'à l'arrivée du bebop, il n'était pas évident que ce soit toujours du jazz. Donc DeVoe, en fin de compte, identifie deux grandes caractéristiques du discours critique sur le jazz. D'une part, la métaphore du jazz comme musique organique et vivante, ce qui fait que le fait qu'il y ait du changement est la preuve que le jazz est en forme et bien vivant, et le changement est donc vu comme souhaitable en tant que tel. Mais DeVoe remarque aussi qu'il y a une forme de dogme du jazz considéré comme une, je cite, une nouvelle musique classique américaine, avec un statut qui lui confère une forme d'aura de musique esthétiquement autonome. Donc ces discours qui accentuent artificiellement l'unité de ce que recouvre le terme de jazz posent la question de la fonction des discours critiques et historiographiques sur ce genre. Est-ce qu'il s'agit de renforcer la fierté culturelle américaine ou d'une partie de l'histoire afro-américaine? Est-ce qu'il s'agit d'une catégorie marketing qui garantit une certaine qualité? Que ce soit l'un ou l'autre, ou sans doute un peu des deux. Pour DeVoe, ce processus de légitimation du jazz a en tout cas formé un certain récit qui sert une idéologie historique et esthétique qui vient justifier l'existence du jazz. Alors, le rapport du rock à son histoire est un peu différent et relie davantage les discours artistiques eux-mêmes aux discours historiques. Dès le début des années 70, des universitaires défendent la place du rock comme nouvelle forme de musique qui a permis une meilleure représentation du quotidien des Américains, de différentes origines et de différentes classes sociales. Donc là, je pense spécifiquement à l'article de Charles Hamm qui date de 71. On relie alors les 15 dernières années comme une période pendant laquelle le rock s'est démarqué comme un meilleur reflet social par rapport à la plupart des formes de chansons et de variétés qui lui préexistent. Dans la mesure où le rock des années 60, de plus en plus avec l'avancée de la décennie d'ailleurs, se pense comme un moteur politico-social engagé dans les grandes thématiques de la société américaine, on a donc relativement tôt une validation de l'ambition sociale du rock par le monde universitaire, une reconnaissance de sa capacité à porter une parole autre, valorisée socialement car plus réaliste et plus proche du quotidien des Américains, ce qui est finalement l'image que cherchait aussi à en dépeindre American Pie, la même année. Donc, au-delà de cette première validation, on a eu par la suite des processus de légitimation du rock, qui sont notamment passés par la canonisation d'artistes fondateurs, que ce soit de manière symbolique ou plus institutionnelle, avec des organismes comme le Rock and Roll Hall of Fame. Pour des entreprises de légitimation plus récentes, on peut aussi évoquer les rapprochements entre le monde du rock et les circuits plus traditionnels du monde de l'art par le biais d'expositions. À la Philharmonie à Paris, on a eu l'exposition sur Bowie. Il y a une exposition de Pink Floyd qui est aussi en train de faire la tournée des capitales, qui est actuellement à Montréal, qui n'est pas la capitale d'ailleurs. Bref. Donc, ce sont des démarches d'institutionnalisation du rock qui ont notamment été commentées par Moti Regev, qui montre aussi comment les groupes hommages participent eux aussi à inscrire le rock comme pilier dans nos cultures générales musicales, dans une logique qui, avec le temps, renforce de plus en plus la cristallisation de musique autour de ce terme de rock en un objet unifié. Aujourd'hui, cependant, et depuis quand même quelques décennies,
Il faut noter qu'il y a beaucoup de critiques autour de cette vision trop unifiée du rock comme métagenre monolithique, à l'identité fixe et à la valeur sociale qui serait incontestée. Comme je le disais plus tôt, les discours qui pensent le rock comme un objet trop rigide et unifié fait qu'on nous annonce en permanence la mort du rock. Donc contrairement à dans le jazz, où l'évolution reste toujours plus importante que l'affiliation. À rebours de cette approche, Johann Furness montre que le rock a en réalité toujours été renouvelé et maintenu en vie lui aussi par des hybridations, avec des musiques à succès qui lui ont été contemporaines. Donc en un sens, depuis sa naissance, on pourrait considérer que le rock a déjà passé son temps à mourir un peu à chaque hybridation et évolution, mais ça devrait au contraire nous inviter à le concevoir comme un genre très large et souple, dont les origines esthétiques se renouvellent en permanence. On voit que le discours critique sur le jazz comme musique organique et vivante est beaucoup moins présent dans le cas du rock, alors que leurs processus d'évolution sont en réalité très comparables. Pourquoi? Justement, peut-être parce que contrairement au jazz, le rock a très tôt porté explicitement en lui une première écriture de sa propre histoire, qui invite en quelque sorte les fans, les critiques, etc., à une vigilance sur le maintien d'un esprit originel du rock. Alors, l'autodéfinition des musiques folk passe par des chemins plus indirects, et justement moins autoréférentiels. Les références au passé y sont également centrales, mais renvoient généralement à des temps plus éloignés. Le principe est certes parfois de s'inscrire dans une logique d'identité, d'héritage avec des musiciens de la génération précédente. On peut par exemple penser à Bob Dylan par rapport à Woody Guthrie, mais il s'agit aussi de trouver des moyens de signifier ce passé en tant que tel. Le phénomène des chansons traditionnelles, bien souvent, fonctionne justement sans référence au moindre auteur qui est la plupart du temps inconnu. Le plus important est alors le contenu de la chanson, ou ce qu'elle représente. Un environnement rural, une époque révolue, une valeur perdue, mais aussi un discours ancré dans un événement passé et qui va venir trouver sa place dans le présent. Donc, à l'intersection de ces problématiques se situe une bonne partie des discours et des débats médiatiques entourant les folk revivals, notamment américains, dès les années 50, comme l'a bien montré Ronald Cohen. Le degré d'attachement des musiques folk contemporaines aux pratiques traditionnelles est constamment questionné en termes d'instrumentation, de style et d'idiome musical, de thème des paroles, mais aussi autour de ces questions de composition ou de reprise, puisque les musiciens folk sont évidemment loin d'être tous des auteurs-compositeurs, la pratique de la réinterprétation des chansons traditionnelles étant particulièrement valorisée dans le milieu. Mais donc même les plus prolifiques des auteurs-compositeurs comme Bob Dylan reprennent des chansons traditionnelles, surtout en début de carrière, mais pas que. Parmi les récits traditionnels repris tels quels ou imités à partir d'inspirations plus contemporaines, plusieurs thèmes sont récurrents. Ceux de l'injustice, mais aussi ceux bien ancrés dans les imaginaires collectifs de meurtre, par exemple. Donc ces derniers, fictionnels ou faisant référence à des faits divers, sont au centre de nombreuses ballades américaines, mais aussi anglaises. L'une des plus célèbres est sans doute Stagger Lee, qui était sujette à de nombreuses variations entre ces différentes interprétations. Et on va s'intéresser plus particulièrement à l'une d'entre elles, reprise donc par les Grateful Dead en 1978, qui se démarque par la modernité de son prolongement fictionnel. Stagger Lee, c'est une histoire d'altercation menant à un meurtre. C'est le fondement de la chanson traditionnelle, qui vient bel et bien d'un fait divers datant de 1895. Mais dans la Stagger Lee de Grateful Dead, une fois que le personnage éponyme a tué Billy DeLions dans la première strophe, le récit se tourne vers un dialogue entre Delia DeLions, la veuve de Billy, qui s'est fait tuer, et Bayo, que l'on comprend être le shérif. Donc Bayo, intimidé par Stagger Lee, l'assassin, refuse de se saisir de l'affaire et d'arrêter le meurtrier. Delia, la veuve, prend alors les devants, et on écoute l'extrait. As Stagger Lee lit a cigarette, she shot him in the balls. Blew the smoke off of her revolver, had him dragged to City Hall. Bayo, Bayo, see you hanging high. He shot my Billy dead, and now he's got to die. Donc la veuve de la victime, dans un élan très stylisé digne d'un western, she blew the smoke off her revolver, arrête elle-même l'assassin, qu'elle vient remettre à la justice afin qu'il soit jugé, tout en demandant une sanction bien précise, la peine capitale. Donc la situation finale implicite de cette version
est la même que dans les versions plus anciennes, comme celle chantée par Woody Guthrie en 1941, à savoir que l'ordre juridique est rétabli, Staggerly est pendu. Mais la manière d'arriver à cette conclusion est radicalement différente. La version plus traditionnelle de Guthrie, après avoir consacré la majeure partie de la chanson aux différends entre Staggerly et Billy DeLyons, ne raconte pas la manière dont le personnage, dont le coupable est arrêté. Chez les Grateful Dead, ce sont les décisions et actions du personnage féminin, absent des autres versions, qui permettent à l'ordre d'être rétabli. L'attribution d'un rôle aussi décisif à un personnage fictionnel n'est pas anodin et constitue une véritable réécriture de ce récit traditionnel. L'agentivité ou l'agence, je sais qu'il y a plusieurs traductions, de Delia DeLyons, plus courageuse que le shérif, permet à l'histoire de se terminer comme prévu, mais par une subversion des attentes genrées par rapport à bien d'autres traditions narratives. Donc ce retournement des normes de genre, on le voit, est exacerbé par la présence d'un récit préexistant qui avait posé des attentes sur l'intrigue de la chanson. Le fait que la fondation de l'intrigue soit traditionnelle et connue met encore plus en valeur le courage et la spontanéité de Delia, ce qui donne tout son impact politique à cette chanson, derrière son ton bien sûr assez léger. Dans leur album Babbacombe Billy, sorti en 1971, le groupe de folk rock Fairport Convention fournit un autre exemple parlant d'inscription dans une tradition narrative sans tout à fait se limiter à la reprise de chansons traditionnelles. L'album raconte en effet l'histoire détaillée et bien réelle de John Babbacombe Billy, un homme jugé pour meurtre et condamné à mort au XIXe siècle. Son récit de vie n'avait encore jamais été mis en musique, mais l'intrigue qui en résulte représente un terreau fertile qui correspond parfaitement au modèle des récits de meurtre, d'injustice, mais aussi de surprises judiciaires qui caractérisent tant de ballades folk. Dans le récit de Fairport Convention, les insinuations du narrateur et le flux de conscience de Babbacombe suggèrent son innocence. Sa condamnation est donc présentée comme une erreur judiciaire, profondément grave et injuste, puisque la peine capitale est décidée. Cependant, une fois sur l'échafaud, le protagoniste échappe à la condamnation, à la mort, puisque la guillotine ne fonctionne pas et échoue à le décapiter à 3 reprises, ce qui entraîne sa libération. Donc là encore, l'ordre finit par être rétabli, pas forcément sur le plan juridique, puisque le personnage a été officiellement condamné, mais en tout cas sur le plan moral. Comme souvent dans ces histoires, le rôle des autorités juridiques est assez ambigu. Ici, la justice est coupable d'une erreur qui mène un innocent vers sa mort, mais la figure du bourreau est pleine d'empathie. Je vous laisse écouter les paroles de Convention implique ainsi une prise de position du côté des personnes en position de faiblesse face aux autorités, une défiance également vis-à-vis de ces autorités, mais également une croyance en l'humanité des individus qui servent ces autorités à divers degrés. Donc tous les ingrédients sont présents pour reproduire un récit folk au plus proche de la tradition, qui reste fondamental pour Fairport Convention, groupe qui reprend par ailleurs de nombreuses chansons traditionnelles tout au long de leur carrière. Donc, si on compare Staggerly de Grateful Dead et Babbacombe Billy de Fairport Convention, on peut remarquer un lien entre la manière de s'inscrire dans le récit fondateur mobilisé et la manière de s'inscrire dans l'héritage musical folk. Dans le cas des Grateful Dead, le récit traditionnel est considérablement modernisé, ce qui s'accompagne justement d'un joyeux mélange peu conventionnel de fondations folk, blues, country, rock and roll. Et de l'autre côté, Fairport Convention reprend un fait divers méconnu, mais qui correspond parfaitement au style des ballades traditionnelles, dans un style folk rock, certes électrifié, mais beaucoup plus proche de la production musicale de la scène folk anglaise de l'époque. Donc, en un sens, les degrés de respect de la tradition se rejoignent dans les choix narratifs et esthétiques. La présence en palimpseste d'un récit fondateur, qu'il soit ou non connu comme récit traditionnel, donne ainsi une clé de lecture supplémentaire au récit et à son positionnement à la fois générique, politique et esthétique, qu'il faut, je pense, toujours essayer d'envisager de manière jointe.
Ce repositionnement dans les récits fondateurs, ainsi que les fortes évolutions stylistiques des réinterprétations de ces classiques, permettent déjà d'entrevoir à quel point ce qu'on peut désigner par musique folk constitue un objet historique et musicologique peu unifié. La revendication de continuité est moins générique que culturelle, voire politique. Souvent, il s'agit de reprendre des histoires qui ont une connotation locale, mais qui ont surtout des protagonistes récurrents. Paysans, ouvriers, laissés pour compte, voire simplement des malchanceux. L'identité, voire l'authenticité dans laquelle se pense le rock, était très autoréférentielle, alors qu'ici, celle du folk est beaucoup plus politique. Alors, j'introduis ici, en prenant beaucoup de pincettes, ce terme d'authenticité, qui a beaucoup de définitions, mais je vais simplement revenir sur 2 de ces définitions en m'appuyant sur l'approche qu'en a Richard Peterson, que je cite beaucoup aujourd'hui, je me rends compte. Donc, la première définition serait celle d'une identité culturelle, une capacité et une légitimité à représenter un groupe. Une seconde définition serait une fidélité à une identité que l'on sait construite. Donc, le rock serait plus proche de cette seconde définition. Il entretient certes, enfin, l'authenticité entretient une liaison avec un groupe, mais dont la définition passe par un idéal et un esprit très construit, auquel chacun peut choisir d'appartenir ou non. Cette appartenance se négocie différemment dans la musique folk, qui fonde son authenticité sur cette capacité à représenter un groupe, mais dans un sens assez large de représentation, à la fois culturelle et politique. Les origines d'ailleurs des folk revivals de la deuxième moitié du XXe siècle sont en effet très politiques, comme le souligne par exemple Michael Broken dans le cas du revival anglais. Il souligne, en faisant l'histoire de ce revival, la proximité des acteurs avec les membres du Parti communiste qui vont organiser des événements, qui vont tenir avec les acteurs des programmes radio mettant à l'honneur les musiques du peuple, entre guillemets, qu'elles soient anciennes ou qu'elles émergent de la classe prolétaire contemporaine. Côté américain, à la même époque, donc années 50-60, je n'insiste pas, mais les liens avec les mouvements de lutte pour les droits civiques sont bien sûr très étroits également. Donc, de part et d'autre de l'Atlantique, on a des conceptions qui supposent une certaine responsabilité politique du chanteur folk. En ce sens, il doit montrer qu'il est authentique, en ce qu'il est légitime à représenter le peuple, conçu de manière plus politique que culturelle. Il s'agit moins de représenter l'anglicité que les travailleurs en Angleterre, moins l'américanité que l'égalité de tous dans l'État américain. Et la reprise de récits fondateurs permet ainsi de se situer dans une tradition à l'ancrage politique fort. Alors, je tiens à souligner que la reprise d'intrigue n'est pas le seul moyen de convoquer un mode de récit fondateur. Quand il n'y a pas de récit traditionnel, il peut y avoir aussi une forte présence de la pratique de ce qu'on appelle la topical song, qu'on va traduire par chanson d'actualité, qui va donc être un commentaire sur un événement contemporain avec une charge politique, sociale. Donc, ce sont des chansons qui sont certes tournées vers une pratique qui est elle aussi traditionnelle, mais avec une intrigue qui dépend de clés de compréhension purement actuelles. Ainsi, dans les années 60, Bob Dylan avec Only a Pawn in Their Game et Phil Ochs avec Too Many Martyrs réagissent par exemple tous deux en chanson à un même événement, l'assassinat du militant afro-américain Medgar Evers, qui luttait pour les droits de l'homme et contre la ségrégation, tué par un suprémaciste blanc du Ku Klux Klan. Je voulais donc simplement citer cet exemple pour rappeler que les folk revivals et leur modèle de récit sont évidemment loin d'être uniquement enfermés dans des références à un passé lointain. Alors, quelques mots de conclusion pour reprendre les grands traits de ces approches du récit fondateur entre sphère rock et folk. Côté folk, on trouve, vous l'avez vu, moins d'accent sur le signifiant, qui est essentiel dans le rock, et donc moins de permanence de l'objet dans les discours, y compris historiographiques. Donc, les histoires musicales du folk sont beaucoup plus centrées sur les scènes locales, qui ont des liens entre elles et des pratiques communes, mais qui ne dépendent pas forcément les unes des autres sur le plan narratif. Alors qu'il peut être au contraire très difficile pour les artistes rock d'échapper aux questions de filiation et d'inscription dans un grand récit rock. Pour revenir sur les premières questions que j'avais ouvertes dans mon exposé, je n'irai pas jusqu'à dire que ce poids de l'héritage vient forcément neutraliser le propos politique et anti-autoritaire du rock, mais simplement que cela peut avoir tendance à inscrire la politisation du rock dans un certain conservatisme discursif, qui me semble moins formalisé et moins pesant dans les sphères folk. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, nous allons passer à Manuel
Manuel est doctorant en musicologie au sein du laboratoire CTEL, donc le Centre transdisciplinaire d'épistémologie de la littérature et des arts vivants, à l'Université Côte d'Azur, donc l'Université de Nice. Sa thèse est intitulée Le genre et le style en musique populaire, le cas du métal industriel. Elle est en cours d'écriture et elle est co-dirigée par Julie Manson-Vaquier et Pascal de Croupé. Il propose dans cette thèse de dresser un historique du métal industriel en prenant en compte à la fois ses aspects musicaux, mais aussi ceux extra-musicaux. Une part importante est accordée à l'analyse des paramètres technologiques, des aspects formels et harmoniques, et des techniques instrumentales et des processus créatifs dans le but de déterminer ce qui caractérise le genre musical, donc là, dans ce cas-là, le genre musical du métal industriel. Il va nous proposer donc une communication qui s'appelle le métal industriel comme genre musical hybride. Et on écoute. Merci. Ok, alors déjà, je vais commencer par des petites définitions. Donc, qu'est-ce que j'entends par genre musical? Déjà, ce qui peut aller de soi, mais c'est toujours bon de le préciser, comment distinguer un genre musical d'un style musical, c'est que le genre sera indéniablement collectif. Par exemple, un musicien peut avoir son propre style, mais il ne peut pas avoir son propre genre. Donc déjà, forcément, là, quand je parle de genre musical, ça va impliquer un ensemble de groupes, en l'occurrence. Ensuite, un genre musical, ça n'englobe pas seulement les aspects musicaux, mais aussi tout ce qui tourne autour. Donc, ça peut être l'iconographie, les paroles, mais aussi des choses encore plus éloignées d'ordre social, politique, ou même économique et structurel. Par exemple, le fait de sortir un disque sur un label ou un autre, ça peut faire partie de la définition d'un genre. Donc de plus, pour le distinguer du style, donc qui serait plus une mise en évidence de critères seulement musicaux, qui donc induit des questionnements plus de l'ordre de la politique, donc pour reprendre Alan Moore, du comment, alors que le genre s'applique plus sur le quoi. En effet, le style, il peut, lui, s'appliquer à différentes échelles, donc à un niveau individuel, voire même au niveau seul d'une œuvre, mais aussi d'une époque, ou enfin d'un genre. Donc là, en fait, je prends le genre donc, comme un ensemble de groupes musicaux ralliés à des structures comme des labels, à des codes esthétiques, visuels et sonores, et je place le style au même niveau parce que je vais parler d'analyse musicale. Et donc, pourquoi hybride? Alors, le mot hybride peut avoir différentes définitions dans le sens commun. Donc, le sens premier s'applique pour la biologie et la génétique. Donc, on parle d'un animal ou d'une plante qui étant le fruit donc de la reproduction de deux individus d'espèces différentes. Ensuite, on peut parler aussi, c'est là m'intéresse un peu plus, d'un objet ou d'une œuvre d'art qui n'appartient à aucun type, genre ou style particulier, qui est bizarrement composé d'éléments divers, qui équivaut à être composite, bâtard ou hétéroclite. On peut parler aussi, par exemple, de l'hybride à un niveau plus technique dans l'ingénierie, quand on combine de façon simultanée ou alternée deux technologies différentes. Alors, un exemple très banal va être celui du moteur hybride, où le moteur à essence permet de recharger le moteur électrique dans une voiture. Donc, les deux vont fonctionner en même temps. Et enfin, dans les études culturelles, où là je reprends une citation, où l'hybridation désigne le processus bidirectionnel d'emprunt et de mélange entre les cultures, où de nouvelles formes incohérentes et hétérogènes de pratiques culturelles émergent dans des lieux translocaux. Donc déjà, en fait, le mot hybride, ici, il m'intéresse pour les trois dernières définitions. Parce que la première, celle de la génétique, elle suppose le fait que ce soit voilà, le résultat d'un croisement, de l'addition de deux choses qui donne quelque chose de nouveau. Or, là, ce que j'entends par hybride,
c'est plutôt la coexistence, la cohabitation d'éléments divers qui ont différentes origines. Donc, c'est plus dans ce sens-là, pour moi, que se présente le métal industriel, en tout cas en tant que genre musical. Donc, déjà, le métal industriel, il implique deux genres musicaux dans son appellation. Le métal, premièrement, donc, qui est apparu à la fin des années 60. Il a commencé à se développer avec des groupes comme Black Sabbath et Judas Priest dans les années 70. On l'appelait alors plutôt heavy metal. Et ensuite, pour reprendre la formulation de Dina Weinstein, il va y avoir une fragmentation en de nombreux sous-genres à partir des années 80 et ce jusqu'à aujourd'hui. On va avoir le thrash metal, le death metal, le néo metal, etc. C'est quand même, dans l'ensemble, un genre musical qui va mettre en avant une certaine virtuosité instrumentale, notamment par la guitare à ses débuts, mais aussi par la batterie, plus actuellement, une forte distorsion de la guitare encore, pour ce qui est du timbre, ce qui lui apporte une signature sonore assez systématique et aussi une recherche d'une certaine complexité dans les structures, les formes des chansons. Alors, en lien avec le métal industriel, il va y avoir seulement certains sous-genres de métal qui sont concernés. Donc, notamment le thrash metal, le hardcore, qui est un genre qui se situe lui aussi entre le punk et le metal, le crossover, qui est lui aussi entre le thrash metal et le hardcore, mais aussi le death metal, le grindcore, le doom metal, le groove metal. Ensuite, la musique industrielle. Donc, en français, on peut souvent parler d'Indus, qui est une abréviation qu'on peut utiliser souvent, mais qui ne se retrouve pas dans les autres langues. Alors, là, par contre, c'est une musique qui est apparue dans les années 70, en Angleterre surtout, mais aussi aux États-Unis, en Allemagne. Donc en Angleterre, avec au début des groupes comme Cabaret Voltaire et surtout Throbbing Gristle, qui est le groupe en fait qui a apporté l'appellation industrielle, donc notamment avec son slogan, hein, la musique industrielle pour des gens industriels, et son label qui s'appelle Industrial Records. C'est autant un courant musical qu'une pratique artistique pluridisciplinaire, mêlant notamment la performance, mais aussi le collage, le mail art, la publication de textes, et qui est assez influencé par les avant-gardes du début du XXe siècle, notamment le dadaïsme et le futurisme, mais aussi les musiques électroniques et concrètes, les pionniers dans la musique populaire Kraftwerk. Donc c'est une musique qui va être assez bruitiste, assez expérimentale, qui va chercher à dépasser les normes de la musique pop et rock de l'époque, donc en allant plutôt expérimenter avec des instruments électroniques, souvent bricolés par les musiciens eux-mêmes, qui vont soit éviter d'utiliser la batterie, la guitare d'une manière conventionnelle, soit ne pas l'utiliser du tout, qui vont chercher une certaine autonomie d'organisation, donc en créant leur propre label, en passant par des labels indépendants, en organisant les concerts eux-mêmes pour échapper une certaine, à ce circuit de l'industrie de la musique. La musique industrielle, elle va évoluer dans les années 80, notamment parce que cet intérêt pour la lutherie électronique va se retrouver à utiliser en fait cette fois les machines disponibles sur le marché, déjà un peu plus accessibles. Donc l'utilisation de ces machines, de ces boîtes à rythme, de ces séquenceurs, de ces sampleurs va rendre presque inévitablement cette musique beaucoup plus rythmée et donc plus dansante, à tel point que un nouveau mouvement va arriver qui se nomme l'Electronic Body Music, abrégé en EBM, avec les groupes belges Front de K2 ainsi que le groupe anglais Nitzer Ebb. Donc on va avoir cette frange déjà beaucoup plus rythmée, dansante, voire même accessible de la musique industrielle. Et en même temps, toujours dans les années 80,
une quête encore plus radicale du bruitisme, avec des groupes comme Ramley, Whitehouse, et bien sûr, tout un ensemble de groupes entre les deux, comme Skinny Puppy, Laibar et beaucoup d'autres. Donc, on peut déjà constater que le métal et la musique industrielle n'ont pas grand-chose à voir entre eux. Cependant, à la fin des années 80 et au début des années 90, il va y avoir un rapprochement mutuel, en fait, des musiciens qui viennent de l'indus et du métal. Donc là, pour reprendre un article publié dans le magazine Pulse en 1994, donc on va dire à un moment où le métal industriel est en pleine explosion, l'auteur John Wiederhorn a écrit que l'étiquette, donc l'appellation métal industriel, renvoie aux groupes de métal qui utilisent des boîtes à rythme et des samples, donc sous-entendu des groupes de métal qui vont aller vers l'indus, qui vont utiliser les instruments électroniques de la musique industrielle, ou des formations de musique électronique qui brandissent des guitares. Donc, autrement dit, ça va plus être les groupes indus qui vont cette fois s'intéresser aux sonorités du métal notamment. Une chose est claire, le métal industriel vend. Bon, cette dernière affirmation peut être assez relativisée parce qu'au final, c'est un genre musical qui n'a pas duré tant que ça, avec certains groupes qui ont eu un certain succès commercial, comme Ministry, et d'autres qui ont plus eu un succès d'estime. Voilà. Donc, on peut tout simplement le constater par l'évolution discographique d'un certain nombre de groupes. Donc, le tableau à gauche, il montre entre 88 et 96 un certain nombre de groupes de musique industrielle, donc Ministry, Skinny Puppy, Frontline Assembly, KMFDM, même Nine Inch Nails, qui, aux alentours de 1990, donc un peu avant, un peu après, vont se tourner vers le métal industriel, donc notamment par l'utilisation soit vraiment de guitare électrique, donc en recrutant des musiciens ou en jouant eux-mêmes, ou soit aussi en samplant, en échantillonnant des morceaux de métal, des riffs de métal. Ce qu'a notamment fait KMFDM et Frontline Assembly. Donc, par exemple, dans le titre Millennium de Frontline Assembly, sorti en 1994, on peut entendre des samples de riffs de guitare de Pantera. Donc, je vous mets un petit extrait. Si je retrouve ma flèche, voilà. Donc voilà, le riff de guitare qu'on entend, il est tiré de la chanson A New Level de Pantera, sortie en 92. De l'autre côté, donc, du côté du métal, on va avoir beaucoup de groupes, notamment de thrash metal, de crossover, qui vont se former au milieu des années 80. Je pense notamment au groupe Mal Havoc au Canada ou encore Angkor Wat aux États-Unis, et qui vont ensuite prendre un virage vraiment industriel avec, par exemple, le remplacement de la batterie par la boîte à rythme et l'utilisation de sampleurs. Donc, un exemple assez parlant, c'est le groupe Screw, donc, en fait, qui a décidé de changer de nom, qui s'appelait auparavant Angkor Wat, donc celui qui a le petit astérisque. Et donc, après avoir sorti 2 albums vraiment de thrash metal à la fin des années 80 et en 90, donc va changer de nom et va sortir un premier album enregistré à Chicago en même temps que Ministry, et donc qui va faire naître certaines collaborations. Et je vous passe aussi un petit extrait.
voilà, on a aussi des groupes plus bas comme Metroxid ou encore Scorn ou encore Blood from the Soul qui seront en fait étaient des projets parallèles des membres du groupe Napalm Death, donc le groupe pionnier du grindcore, qui sont un peu tous mis à ce moment-là à essayer justement de former un groupe avec des sonorités bien plus industrielles. Donc déjà, on a d'un côté des groupes, par exemple, comme Frontline Assembly, que je vous ai fait écouter juste avant, qui n'utilisait uniquement que des boîtes à rythme et des synthétiseurs et qui va s'intéresser au timbre de la guitare électrique. Et de l'autre côté, des groupes de thrash metal surtout, qui, eux, jouaient de la batterie, jouaient de la guitare et qui, d'un coup, vont utiliser des boîtes à rythme. Alors, la boîte à rythme, c'est un instrument apparu dans les années 70 et qui a été utilisé énormément dans les années 80, dans beaucoup de genres musicaux, dans la pop avec Prince, dans le hip-hop, évidemment, plus tard dans la techno. Mais s'il y a bien un genre musical qui avait résisté à cet instrument, c'est bien le métal. Et il en va de même pour les synthétiseurs, plus ou moins, et surtout le sampler. Alors, pour parler de certains aspects extra-musicaux de ce genre, on peut voir par exemple que en fait, au niveau des labels qui ont sorti les albums de métal industriel entre 88 et 96 environ, ce sont surtout des labels de métal. Donc on a Earache, qui est un label anglais qui s'est fait connaître surtout pour les sorties de death metal, avec Morbid Angel aux États-Unis, avec les groupes de grindcore en Angleterre, donc Napalm Death encore, ou Carcass, Roadrunner, qui est devenu un label assez important à la fin des années 90, mais qui à ses débuts était dans des sorties plutôt underground, indépendantes, ainsi que Metal Blade et Peaceville. Il y avait un label important pour la musique industrielle dans les années 80 qui s'appelait Wax Trax, qui est notamment sorti aux États-Unis, les groupes de KMFDM, de Front 2K2, de Laibar, donc qui a grandement contribué au succès de la musique industrielle dans les années 80, mais qui a fini par se faire acheter, qui a fini en déclin au moment où le métal industriel émerge. Donc, de ce côté, c'est plutôt voilà, les labels de métal qui se sont occupés de diffuser ce genre musical. Par contre, pour ce qui est de l'esthétique visuelle, donc pour reprendre le terme de Camille Béra de l'iconographie, surtout pour ce qui concerne les pochettes d'albums et les logos des groupes, donc comme vous pouvez le voir, là on a 4 exemples en dessous. En fait, on retrouve beaucoup dans les pochettes des photographies, rarement en couleur, beaucoup du corps humain, d'une façon assez froide, assez médicale ou alors assez violente. Donc, ce qui tient beaucoup de la musique industrielle où les musiciens utilisaient beaucoup de photographies prises telles quelles, parfois du collage, pour réaliser leurs pochettes d'albums. Et donc, ce qui n'a rien à voir avec les pochettes de métal de l'époque, qui favorisaient plutôt des illustrations, des peintures, qui évoquaient soit des thèmes fantaisistes, des thèmes morbides ou des thèmes occultes ou des thèmes apocalyptiques, mais rarement aussi axés de façon basique sur le corps humain comme ça. Il en va de même pour les logos des groupes, donc notamment les 3 groupes que vous voyez à gauche, Godflesh, Treponempal et Pitch Shifter, où le lettrage en fait est très régulier. Les lettres sont très épaisses. Et ça a plus à voir encore une fois avec les pochettes d'albums de musique industrielle que ceux du métal à l'époque, où le lettrage était plutôt caractérisé par des irrégularités, des lettres plus ou moins épaisses avec des pointes, avec une recherche parfois de symétrie. Donc voilà, déjà on peut voir sur 2 aspects extra-musicaux qui définissent le métal industriel en tant que genre, que l'un
donc celui des labels, tient plus du métal, et l'autre, celui de l'iconographie, tient plus de la musique industrielle. Donc rien qu'en s'intéressant à ça, on voit qu'il y a un aspect hybride. Et en s'intéressant au parcours des groupes, on voit qu'il y a un aspect hybride aussi dans le fait que beaucoup de groupes ont démarré dans un genre ou l'autre pour converger vers le métal industriel. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, je vais présenter 3 chansons qui présentent en elles, à un niveau musical, des exemples d'hybridation avec d'autres genres musicaux. Donc, je vais commencer par le titre So What de Ministry, sorti en 89, puis la chanson Pure de Godflesh, sortie en 92, et enfin la chanson Metal Machine Music de Dick Roops, sortie également en 92, donc qui combine respectivement le post-punk pour Ministry, le hip-hop pour Godflesh et la techno. Alors ici, je vais m'intéresser surtout aux aspects rythmiques, mélodico-harmoniques et de l'instrumentation. J'aurais pu parler aussi des paramètres technologiques, des traitements, des effets que l'on peut appliquer en studio, mais j'ai décidé de me cantonner à ça. Et autre précision, il s'agit en fait de 3 titres que je considère comme étant représentatifs, mais qu'il ne faut pas considérer pour leur intérêt individuel. C'est-à-dire que pour ce qui est de mon travail de thèse, en fait, j'ai constitué un corpus d'une 60aine de titres où j'ai pu retrouver des traits typiques dans l'ensemble de ces titres. Donc, d'où ce côté collectif. Là, pour le temps de la présentation, j'ai préféré présenter ces 3 titres qui synthétisent un peu un certain nombre de traits typiques du métal industriel et de l'hybridation musicale. Donc, commençons avec Ministry. C'est un groupe américain qui était formé en 81 et qui, avant de faire du métal industriel, a lui aussi connu plusieurs périodes, qui a évolué dans différents genres musicaux, en commençant par la synth-pop au début des années 80, puis en allant progressivement vers l'EBM et la musique industrielle, avec les 2 albums suivants, Twitch et puis The Land of Rape and Honey. Donc ce 3e album qui est celui où les membres du groupe, les membres principaux, Al Jourgensen et Paul Barker, commencent à produire eux-mêmes leurs albums et disposent d'une certaine liberté artistique par leur label, donc qui est une major, hein, et ce qui n'était pas le cas au début de la carrière du groupe. Et ensuite, à partir de 1989, avec l'album The Mind is a Terrible Thing to Taste, donc, dont est tirée la chanson que j'analyse ici, et ensuite l'album Psalm 69, sorti en 92, qui apporte au groupe un certain succès commercial. Donc, la chanson So What, sortie donc en 89, elle était composée et interprétée par Al Jourgensen, donc, qui est le seul membre constant du groupe, qui s'occupe ici du chant, de la guitare et de tout ce qui est sampling. Il est secondé au chant par Chris Connolly. Et on va retrouver à la section rythmique Paul Barker, donc, qui est également coproducteur, hein, et Bill Rieflin à la batterie. Donc, Paul Barker et Bill Rieflin sont 2 ex-musiciens du groupe de post-punk The Blackout. C'est une petite précision qui a son importance, comme on le verra plus tard. Donc, pour avoir une vue d'ensemble sur cette chanson, en fait, elle se constitue de 2 sections principales. La première, qui occupe la plus grande proportion en termes de durée sur la chanson, elle est caractérisée par la guitare qui est vraiment en retrait et la basse qui est en avant, qui joue le même riff en continu, et la batterie qui joue un rythme syncopé, mais qui reste plutôt soft. Alors, je vous fais écouter un petit extrait de ce que j'ai appelé la section 1.
Voilà, donc cette section sur le schéma, on peut la voir avec les couleurs les plus claires, donc ce qui est un vert très clair pour la guitare et un gris clair pour la batterie, et le bleu clair pour la basse. La section 2, elle, on a en revanche la guitare qui joue un riff vraiment saturé, donc il se retrouve là au premier plan, et la batterie qui joue la caisse claire, la grosse caisse et les cymbales sur tous les temps, donc un rythme beaucoup plus monolithique. En revanche, le riff de basse, comme on peut le voir sur le schéma, la couleur ne change pas, c'est-à-dire que le riff reste le même. Donc ça va être la section, on va dire, beaucoup plus énergique, qui va un peu servir de refrain à la chanson et qui revient plusieurs fois, mais à chaque fois de façon plus courte. Alors, j'ai oublié de préciser aussi sur le schéma, chaque case correspond à 4 mesures. Donc, lorsqu'il y a des changements importants dans le morceau, j'ai indiqué le minutage pour donner une idée à peu près de ce qui se passe dans la chanson. Donc, je vais vous faire écouter la section 2. Donc voilà, on a un gros contraste d'intensité entre les deux sections. Alors maintenant, je vais commencer par la section 1, qui a, selon moi, des origines post-punk, parce qu'il s'agit très probablement d'un réemploi d'une composition déjà existante par The Blackout, justement, le groupe qui comptait Paul Barker à la basse et Bill Rieflin à la batterie. Ils ont sorti en 1985 The Lost Souls Club, un EP qui a été produit par Al Jourgensen, donc déjà membre de Ministry. C'est une chanson, à l'instar de So What, qui est assez répétitive, qui dure longtemps. So What durait 8 minutes, celle-ci, elle en dure 12, et qui est également basée sur un riff unique de basse joué en boucle. Donc, je vais vous faire écouter un petit extrait. Donc, on peut l'entendre, il y a une forte influence du dub, ce qui n'est pas surprenant chez les groupes de post-punk qui se sont beaucoup intéressés, donc de façon générale, que ce soit Public Image Limited ou Killing Joke ou beaucoup d'autres groupes, qui se sont intéressés au reggae, au disco, au dub. Donc là, ça se manifeste par la mise en retrait de la guitare et la mise en avant de la basse, ainsi que sur la batterie, des effets, un effet de delay sur certains breaks qui, lui, est assez caractéristique du dub. Donc, je peux vous faire écouter un exemple dans ce morceau. Voilà, donc c'est cette chanson qui a servi pour la composition de la première section du titre So What. On peut le voir dans la ligne de basse qui est en fait très similaire, composée sur par groupe de 3 notes. Alors, donc on a ici un premier groupe de 3 croches, encore un et encore un. Et pour terminer les mesures à 4 temps, on a 2 groupes de 2 croches. Donc je vous le fais réécouter. Cette fois, je l'ai enregistré moi-même pour pouvoir l'entendre de façon isolée. Voilà, et cette fois, la ligne de basse dans So What de Ministry,
qui ne va pas utiliser les mêmes notes, mais par contre, le même contour mélodico-rythmique avec le début, les premières notes sur la fondamentale, puis ensuite des notes plus aiguës qui vont avoir un mouvement descendant. Ah, pardon pour la coupure. Donc voilà, on a quand même une ligne de basse assez similaire et la guitare qui est mise en retrait parce qu'elle se contente en fait de jouer ce qu'on appelle dans la pratique de la guitare des harmoniques artificielles. Donc il va être dans un registre très aigu, donc qui laisse toute la place à la basse et qui est placé quand même dans le mix un peu moins fort que le reste. Donc là aussi, je l'ai rejoué juste pour pouvoir se rendre compte de ce qui se passe. Donc voilà, dans la section 1 de So What, en fait, on a vraiment plus qu'un héritage, presque une importation, une intégration du genre post-punk et indirectement du dub. En revanche, dans la section 2, là, la guitare va être mise en avant. Elle va jouer en fait un riff qui est construit sur les mêmes notes que la basse, en accords de puissance, donc ce sont des accords qui contiennent seulement la tonique et la quinte, et qui suit le même motif rythmique. Donc, je vous le fais entendre, là aussi séparément. Donc là, ce qui est typique du métal, c'est évidemment le fait de jouer avec un son saturé, d'utiliser de la distorsion. En revanche, ce jeu encroche dans un registre médium, bas médium de la guitare, n'allant pas non plus dans les extrêmes graves, sans étouffer les cordes. C'est quelque chose qui est un peu moins commun dans le métal et qui cependant est devenu, en tout cas dans ce que j'ai pu relever dans mon corpus d'études, un trait typique des riffs de guitare dans le métal industriel. Donc, pour vous faire écouter un autre exemple, le groupe anglais Optimum Sound Profile avait sorti un titre Drain en 92 où le riff de guitare est vraiment très très similaire à celui de So What, mais c'est un exemple parmi d'autres. Voilà, donc toujours pour ce qui est de la section 2, cette fois je m'intéresse un peu à ce qui est joué à la batterie, donc qui appuie les 4 temps de la mesure avec la grosse caisse, les cymbales et notamment la caisse claire. Le fait d'appuyer la caisse claire sur les 4 temps, on peut nommer ce pattern comme reverse skank beat. Alors le skank beat, c'est le fait de jouer la caisse claire sur les contretemps. Donc, le reverse skank beat, ça va être le fait de jouer la caisse claire sur le temps. Et pas seulement les 2e et 4e temps de la mesure, comme c'est le pattern basique dans le rock, entre autres, mais là, vraiment sur autant le 1er temps, le 2e, le 3e que le 4e temps. C'est là aussi un pattern qui est devenu typique, en fait, dans le métal industriel. On peut le retrouver dans plusieurs titres, donc notamment celui de Optimum Sound Profile que je viens de vous faire écouter, ainsi que chez le groupe anglais Pitch Shifter. Alors là, avec d'autres accentuations aux cymbales et à la grosse caisse, mais la caisse claire reste uniquement sur tous les temps.
ou encore chez Ministry, qui va l'utiliser dans beaucoup d'autres chansons, dont l'un de ses célèbres titres, Just One Fix, en 92. Ou encore chez Godflesh, comme dans le titre Stairwell Prophet. Alors, cet intérêt pour ce pattern de batterie, eh bien, j'ai une petite hypothèse dessus, c'est qu'il est probable qu'il, lui aussi, soit originaire de la musique post-punk, encore une fois. Notamment avec l'exemple du titre The Light Pours Out of Me de Magazine, sorti en 1978, que voici. Voilà, donc ce titre, pourquoi celui-là en particulier? Parce qu'il a été repris justement par Ministry 10 ans plus tard, à partir de 88. Donc ça veut bien dire que le groupe a eu conscience de ce pattern de batterie et qui va l'utiliser dans beaucoup de chansons, dès 1988 justement, sur la chanson The Missing par exemple, sur un tempo là par contre beaucoup plus rapide. Alors, je vous ai fait écouter le mauvais extrait, mais au moins, vous l'aurez déjà entendu. Je reprends donc pour le titre sorti en 88, The Missing. Hop. Voilà. Pour revenir à un niveau plus global de la structure, le fait d'alterner deux sections comme ça, l'une plutôt calme avec la basse en avant, une batterie assez syncopée, assez répétitive, et de l'autre, une section avec les guitares saturées en avant. On le retrouve par exemple chez le groupe Pitch Shifter dans leur titre Diable en 93. Donc, avec une première section beaucoup plus atmosphérique. Et une section beaucoup plus chargée. Donc, deux sections qui vont s'articuler autour d'un seul et même riff de basse immuable. Pour terminer avec le titre de Ministry, je parlerai un peu du sampling. Alors, le sampling, c'est une pratique très, très utilisée par le groupe, notamment à partir de leur troisième album, The Land of Rape and Honey, sorti en 88. Pour Al Jourgensen, l'un des leaders du groupe, il se déclarait très influencé par la pratique du cut-up de William Burroughs, donc qui consistait à découper des fragments de phrases, de mots et les recombiner ensemble pour créer de nouveaux textes. C'est ce qu'il a fait littéralement, mais avec les bandes magnétiques sur lesquelles il a enregistré des motifs musicaux. Il le fait aussi avec des samples, des échantillons qu'il va manipuler et recombiner. Dans le cas du sampling dans So What,
il va principalement consister à recueillir en fait des phrases issues de dialogues de films. Donc en l'occurrence, 2 films, The Violent Years, sorti en 1956, et Scarface, sorti en 1983. On va avoir 2 types de samples. Certains qui sont de longues tirades, qui n'ont quasiment pas été recoupés, qui sont donc intégrés presque tels quels dans la chanson et qui n'ont pas, comment dire, qui se détachent beaucoup du rythme et qui semblent flotter un peu par-dessus. Et au contraire, des fragments de dialogue très très courts qui vont être des fragments de phrases ou simplement des mots et qui, eux, vont créer des interactions rythmiques avec les autres instruments. Donc, pour ce qui est des samples de phrases longues, elles proviennent du film The Violent Years, qui parle d'un gang de jeunes femmes venant de milieux privilégiés et qui se rentrent dans l'escalade des délits jusqu'au crime. Et donc, on a un juge à la fin du film qui va un peu faire la morale de tout cela. Et donc, on va avoir de longs passages dans le morceau So What qui reprennent ces phrases tirées de ce film. Et à une autre section plus tard dans le morceau. Et donc, dans les 2 cas, les mots respect à la fin des tirades ont été isolés et répétés en boucle. Ensuite, on a des samples beaucoup plus courts qui donnent le titre à la chanson. Donc, So What, tiré de ce film aussi. Alors, je n'ai pas retrouvé toutes les apparitions dans le film d'origine, mais on peut les entendre au moins dans la chanson. On a notamment deux versions de ces mots, So What, l'une prononcée par une voix féminine qui reste sur la pulsation, et l'autre d'une voix masculine qui, elle, est sur un rythme plus rapide. Donc, dans cet extrait, on peut entendre les 2 alterner. Donc, qui donne le titre à la chanson et qui est également chanté par le groupe. Enfin, on a des samples issus du film Scarface, alors, qui vont consister là en des mots ou des rires assez courts et vraiment placés en rythme sur la musique. En fait, tous ces samples, alors, la majorité des samples sont issus d'une seule et même scène. Donc, je peux vous faire au moins écouter une partie des dialogues. If anyone ever wanted to assassinate you, you wouldn't be too hard to find. Assassinate me? Who the hell would want to kill me? Donc là, si on s'en réfère à l'ordre de cette phrase, ça commence par le mot assassinate, qui a été raccourci en assassine, prononcé par la femme. Assassinate. Ensuite, le même mot prononcé par l'homme. Assassinate.
qui va ensuite dire Kill me, Kill me. et enfin son rire qui va être utilisé aussi dans la chanson. Donc ces échantillons vont apparaître de nombreuses fois, comme on peut le voir sur le tableau, dans la chanson. Et il y a notamment un passage où ils vont tous s'alterner entre eux. Pardon. Et enfin, un autre sample qui lui est tiré de la fin du film, où le personnage principal se retrouve dans une tuerie, donc qui va crier les mots « Go ahead ». Et ce fragment-là va être utilisé notamment sur la section 2 avec les guitares électriques saturées. Voilà, donc cette façon de pratiquer le sampling, donc dans la chanson So What et chez Ministry de façon plus générale, c'est véritablement un héritage de la musique industrielle. Là. Parce qu'évidemment, le sampling, il se retrouve dans de nombreux genres musicaux, dont le hip-hop, la techno. Mais là, le fait de déjà cette influence commune du cut-up et de William Burroughs, et aussi le fait de chercher à sampler des sons non musicaux et d'aller chercher notamment des dialogues, de la parole, des sons de voix, va être un trait assez typique de la musique industrielle, et ce, dès la fin des années 70. J'ai là plusieurs exemples avec le groupe Throbbing Gristle dans le titre Valley of the Shadow of Death, où l'un des musiciens est en fait simplement, avec son magnétophone, aller interroger des gens dans la rue, des prostituées surtout. Il va collecter ces enregistrements et ajouter des sons électroniques pour composer ce titre. Pour ce qui est des deux autres titres, en fait, chez Godflesh, ils vont utiliser un sample de hip-hop dans l'introduction du morceau. Et ce sample va servir à l'écriture des patterns sur la boîte à rythme, comme on peut le voir ici, où certains accents de la caisse claire ont été conservés et d'autres non. Ce pattern, qui est le premier de la chanson, il va ensuite évoluer vers un nouveau pattern où là, la grosse caisse se trouve jouée en double croche, donc qui est quelque chose de plus typique du métal, mais en gardant l'accentuation plus typique du hip-hop sur la caisse claire. Donc là, on a une sorte d'hybridation progressive dans les patterns de la boîte à rythme chez le groupe Godflesh. Et pour terminer avec le dernier groupe, D-Groups, on a ici une forte influence de la musique techno par l'empilement en fait de différentes cellules rythmiques à la batterie qui vont venir progressivement, ainsi que de l'utilisation vraiment constante de l'arpégiateur qui va servir de motif de base avec lequel va cohabiter la guitare électrique. Donc on peut voir ici par exemple le motif de base du synthétiseur et les différents riffs de guitare électrique qui vont suivre le même schéma harmonique, donc 3 mesures sur Mi et la dernière mesure sur Ré, mais qui vont exécuter beaucoup plus de variations, comme on peut le voir sur ce schéma-là, où le synthétiseur reste en gris, tandis que toutes les couleurs différentes des guitares indiquent des riffs différents. Enfin, avec D-Groups, il s'agissait en fait au départ d'un morceau qui citait des extraits de chansons de métal, mais rejoués au synthétiseur, donc dans la version démo. Donc dans la version définitive, c'est le processus inverse qui est effectué.
qui est cette fois de partir d'un motif de synthétiseur pour composer des riffs de métal. Donc, pour conclure, qualifier le métal industriel de genre hybride, c'est signifier que ce courant musical n'est pas qu'un sous-genre de métal, comme on peut le voir parfois, ou une évolution de la musique industrielle. Il est déjà les deux à la fois, mais il est aussi plus que ça. En effet, si le timbre des guitares électriques signale à l'auditeur la signature sonore du métal, cet élément, s'il reste évident et quasiment constant, il coexiste avec un ensemble de codes musicaux extirpés de genres totalement éloignés, notamment le post-punk, le hip-hop et la techno. Certains traits typiques rentrent en contradiction avec les codes du métal, comme l'utilisation de la boîte à rythme, de sampleurs et de synthétiseurs, ainsi que les rythmes dansants, l'influence du hip-hop, mais sont cohérents avec l'esthétique de la musique industrielle. D'autres aspects indiquent quant à eux une convergence de ces deux mondes, avec notamment sur le plan mélodico-harmonique une préférence pour la dissonance, sur le plan timbral une abondance de saturation, que ce soit sur les instruments électroniques, sur la guitare ou sur la voix, par un effet externe ou produite naturellement, ainsi qu'une précision exacerbée dans l'exécution musicale, notamment grâce aux appareils électroniques, mais aussi dans le jeu des musiciens influencés par le métal, ou encore une iconographie et des thématiques qui tendent vers le morbide, le choc et la critique sociale. Voilà, merci.